Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bienvenue. Merci d'être avec nous ce midi pour ce webinaire organisé par Réseau Énergie et Bâtiments. Mon nom est Myriam Robichaud. J'animerai la conférence et nous sommes heureux de vous retrouver après la pause estivale. Donc, pendant que les gens se connectent encore, je vous présente là, rapidement les informations pour le déroulement là, de l'événement d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, nous vous remercions de garder les micros fermés et c'est à la fin là, qu'il va y avoir une période de questions. Alors, vous pouvez utiliser la zone de chat tout au long de la conférence pour nous partager vos commentaires, vos impressions et vos questions et on va y répondre à la fin. Et comme toujours, la conférence est enregistrée, donc tous les membres vont y avoir accès autant au fichier de la présentation qu'à l'enregistrement. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site et télécharger tous les documents pour les consulter ultérieurement. Alors, ce midi, nous sommes heureux d'accueillir avec nous 3 spécialistes de la valorisation des rejets thermiques au Québec. Bruno Marcotte sera votre conférencier principal aujourd'hui. Il est chercheur et chargé du projet de recherche multidisciplinaire qui vous est présenté ce midi et qui porte sur l'évaluation du potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec, financé par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bruno Marcotte est professionnel de recherche à Polytechnique Montréal, dans l'équipe du professeur Michael Kummer, qui est aussi avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions, et où il s'implique dans le développement d'outils de modélisation énergétique urbaine. Il détient une maîtrise en génie mécanique obtenue à Polytechnique Montréal, où il a pu se spécialiser dans les systèmes énergétiques des bâtiments, plus particulièrement ceux liés à la géothermie. Et par la suite, il a travaillé à Calmette Énergie à Varennes pour après s'impliquer dans des projets de recherche à l'Université Concordia ainsi qu'à l'École de technologie supérieure portant respectivement sur le stockage thermique appliqué au déglaçage de routes ainsi que sur les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation utilisés pour l'agriculture en environnement contrôlé. Donc, il est accompagné, comme je le disais, par M. Michael Kummer, qui est professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal. Ses travaux de recherche visent à développer et améliorer les outils de modélisation énergétique des bâtiments et de leur système de chauffage et de climatisation pour améliorer leur conception et leur opération. Et nous avons également avec nous M. Stéphane Gagnon, qui ouvrira l'événement avec une mise en contexte sur le sujet. M. Gagnon est à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles depuis 2013, où il est spécialiste en grands bâtiments et en valorisation de rejets thermiques. Passionné par l'efficacité énergétique des bâtiments, il s'est vu confier la responsabilité de la mise en œuvre du volet bâtiment commercial et institutionnel du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique du Québec. Précurseur de la valorisation des rejets thermiques, il coordonne les efforts québécois visant à développer cette filière énergétique. Il est titulaire des titres d'ingénieur, d'associé écologique lead, de gestionnaire certifié de l'énergie et d'agent accrédité en remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments. Au cours de sa carrière, il a publié plusieurs ouvrages techniques, dont le guide de conception de bâtiments performants, comment calculer la valeur d'une rénovation éco-énergétique complète et comment implanter la gestion de l'énergie dans les immeubles. Il a aussi conçu et mis en place d'importants projets d'efficacité énergétique lorsqu'il travaillait en exploitation immobilière et en génie conseil. Donc, Stéphane, à toi la parole. Bonjour, je vous remercie d'être en si grand nombre à ce webinaire. Ça fait plaisir de voir que la valorisation de rejets thermiques suscite de plus en plus d'intérêt. Je profite de l'occasion pour vous inviter à la demi-journée dédiée à la valorisation de rejets thermiques, présentée dans le cadre du colloque Québec Ligne et Énergie, le 25 novembre à l'avant-midi. Le premier dossier approuvé, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles offre 275 millions dans le cadre d'un appel à proposition pour des projets de valorisation de rejets thermiques. Et le premier dossier approuvé dans le cadre de cet appel à proposition est celui de la valorisation des rejets de vapeur de la Ville de Québec, pour lequel une aide financière de 31 millions a été accordée, soit 73,33 des coûts admissibles estimés. Pour faciliter l'émergence de projets de valorisation de rejets thermiques, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a mandaté une équipe multidisciplinaire de chercheurs afin d'évaluer et de géolocaliser le potentiel de valorisation de rejets thermiques au Québec.
En plus de permettre d'identifier des projets potentiels, les données géoréférencées serviront de base à la mise en place de futurs registres publics obligatoires des rejets thermiques importants, tels que prévu dans le plan directeur en transition énergétique. L'étude complète sera mise en ligne bientôt sur notre site web, sur la page web dédiée à l'appel à proposition pour la valorisation de rejets thermiques. Je cède maintenant la parole à Bruno, mais je resterai disponible si des questions me sont destinées plus tard. À tantôt. Donc, merci Myriam pour l'introduction. Merci Stéphane pour la mise en contexte. Donc, en termes d'objectifs d'apprentissage, aujourd'hui, le premier objectif est de comprendre l'approche utilisée pour évaluer les rejets et les besoins thermiques. Le deuxième est d'identifier les principales sources des rejets thermiques au Québec. Et le troisième objectif d'apprentissage est de comprendre l'approche proposée pour évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques. Donc, la première question qu'on s'est posée quand on a entamé ce projet de recherche-là est la suivante. Combien d'énergie pourrait-on récupérer en valorisant les rejets thermiques du Québec? Donc, essayer d'avoir un estimé global de la quantité d'énergie. Puis, une des manières qu'on aurait pu, une des avenues qu'on peut prendre pour essayer de faire cet estimé-là, ce serait vraiment de faire un bilan énergétique sur le territoire complet québécois. Une de ces manières-là, on pourrait se tourner vers un diagramme de Sankey qui a été publié dans l'état de l'énergie par Whitmore et Pinault. Donc, ici, à votre gauche, vous avez la totalité de l'énergie qui a été consommée au Québec, puis pour ces différentes sources d'énergie. Une fois que cette énergie-là a été consommée, si on veut, à l'intérieur du système québécois, Whitmore et Pinault l'ont divisé en deux catégories, donc les pertes énergétiques, puis l'énergie utile. Donc, pour essayer de répondre à la question que je viens de poser initialement, on pourrait avoir comme réflexe de tout de suite se tourner vers les pertes énergétiques, étant donné qu'on sait que les pertes énergétiques se retrouvent principalement en perte de chaleur. Et donc, on pourrait mentionner qu'on aurait 1121 pétajoules d'énergie qui serait potentiellement valorisable. Bon, le problème ici, c'est en se tournant tout de suite vers les pertes énergétiques, c'est qu'on oublie le fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Puis, selon aussi les principes de la thermodynamique, l'énergie utile aussi, elle, à un certain point dans sa vie, entre guillemets, va se transformer en chaleur. Et ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement plus avancé qu'au début. Donc, on se rend compte que finalement, la totalité de l'énergie qu'on va avoir consommée au Québec va se retrouver en chaleur. Puis, la question est donc que ce soit de l'énergie, des pertes énergétiques ou de l'énergie qui a été catégorisée comme utile, bien, les deux seraient potentiellement valorisables et on n'est pas encore en mesure de répondre à la question. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'aller regarder quelle proportion de ces énergies-là, ici, de ces flux-là, serait nécessairement valorisable en termes de pétajoules. Une autre question qu'il fallait qu'on soit en mesure de répondre dans le cadre de ce projet de recherche-là est la question du où. Où est-ce que ces rejets thermiques-là se retrouvent sur le territoire québécois? Puis on se rend compte qu'en faisant une approche globale comme celle-là, on n'est pas en mesure de répondre à cette question-là. Une des choses qu'on s'est rendu compte aussi, pour être en mesure d'identifier quelle proportion de cette énergie serait potentiellement valorisable, il nous faut de l'information sur comment le système, comment l'énergie est consommée. Puis, comme on va le voir un peu plus tard, l'approche qu'on a utilisée est vraiment d'y aller au niveau des établissements, puis de faire une estimation des rejets thermiques au niveau des établissements. Donc maintenant, pour répondre à la question, une équipe multidisciplinaire a été montée. Donc, des chercheurs, dont moi, qui ai joué le rôle de chargé de projet, mais aussi de chercheurs à Polytechnique Montréal, qui était aussi composé d'Émilie Sénécal-Léonard et Michael Kumer, qui était l'investigateur principal du projet de recherche. On avait aussi le professeur Franck Scherer et l'étudiant à la maîtrise Frédéric Audiroy, qui, eux, proviennent de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Provenant du CTT
CTEI, qui, lui, est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. On avait comme membre de l'équipe Pedro Ramirez et Laurence Fizet-Sauvageau. Puis pour faire des analyses de cycle de vie, on avait Sophie Falaha et Pierre-Olivier Roy, qui les deux sont membres, font partie du CIREG, qui est le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, et procédés et services. Donc maintenant, un peu plus en détail au niveau de la présentation elle-même. Donc, premièrement, je vais présenter le but et les objectifs du projet. Ensuite, je vais aller un peu plus en détail à l'intérieur de l'estimation qu'on a réussi à faire des rejets thermiques, mais aussi des besoins thermiques, parce qu'on va voir un peu plus loin que pour faire de la valorisation thermique, on a besoin d'un rejet, mais aussi d'un certain besoin. Puis, par la suite, on va vraiment parler un peu plus, on va aller un peu plus en profondeur au niveau de la détermination du potentiel de valorisation thermique, et on va voir que, dépendamment de quel type de questions on veut être en mesure de répondre, il y a différentes manières. On propose de calculer le potentiel de différentes manières. Ensuite, je vais faire une brève incursion à l'intérieur des études de cas qui ont été réalisées à l'intérieur même de ce projet, mais sans vraiment aller en détail à l'intérieur de ceux-là. Puis, on aura la période de questions et de discussions qui va s'en suivre. Donc, un peu plus au niveau du but du projet, donc un peu comme le titre le mentionne, le but global est d'évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques du Québec. On s'entend pour valoriser des rejets thermiques, on a besoin d'un émetteur qui, lui, rejette des effluents thermiques. Et on a besoin, pour la valoriser, il nous faut un émetteur qui, lui, a des besoins de rejet thermique. Donc, pour répondre vraiment à cet objectif-là, il y avait trois questions, trois sous-questions qu'on avait besoin de répondre. Donc, premièrement, en termes de valorisation des rejets thermiques, quel genre de rejet thermique est valorisable? Puis, pour essayer de répondre à cette question-là, il y a deux éléments qui sont importants là-dedans. C'est de quantifier les rejets thermiques en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Ici, en termes de qualité, on peut parler on parle de température, mais aussi du constituant de l'effluent. Donc, est-ce que le rejet thermique est liquide ou gazeux? Donc, est-ce qu'il provient de cheminées, etc. Comme je l'ai mentionné, un rejet thermique et la valorisation de rejet de chaleur implique un besoin, donc un émetteur, mais aussi un récepteur. Puis, lorsqu'on parle de deux entités différentes, il faut qu'on se pose la question, ces deux entités différentes-là doivent être à proximité relative l'une de l'autre. Donc, l'emplacement d'un rejet ou l'emplacement d'un besoin est de quand même une grande importance. Donc, il fallait répondre à cette question-là, que ce soit au niveau territoire, ville et quartier, mais nous, on voulait pousser même un peu plus loin en voulant pouvoir mettre un point sur le territoire québécois puis être en mesure de dire, ici, voilà, on a un établissement qui rejette X quantité de chaleur et de telle qualité. Même principe pour les besoins. Mais aussi, lorsqu'on fait de la valorisation, il y a aussi un aspect technique, économique, mais aussi on veut savoir, on se pose la question au niveau environnemental. Qu'est-ce que ça va venir amener? Donc, le projet lui-même, on se posait la question en termes de faisabilité technique et économique et l'impact environnemental que la valorisation des rejets de chaleur amène. Donc, ces trois sous-questions-là, c'est les trois sous-questions qu'on a essayé de répondre pour être en mesure d'évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec. Donc, un peu plus en termes d'objectifs spécifiques, donc pour répondre à ces questions-là. Donc, on avait comme objectif de cartographier les sources et les rejets de besoins. On avait aussi comme objectif de cartographier le potentiel actuel de valorisation des rejets thermiques, donc d'être en mesure de regarder sur une carte et de voir où est-ce que le potentiel est vraiment le meilleur, puis être en mesure de faire un peu une gradation de premier, deuxième, troisième. Puis, le dernier objectif, le troisième, était de réaliser une évaluation des impacts environnementaux et des synergies thermiques en étudiant 5 études de cas, donc en termes de faisabilité technique, économique et environnementaux. En termes de livrables, donc on avait un rapport technique qu'on a réalisé, mais un autre aspect des livrables, c'est la création de bases de données géoréférencées évolutives. Donc, toutes les estimations, les données qu'on va avoir générées avec cette étude-là
vont se retrouver à l'intérieur d'une base de données qui, elle, va être appelée à grandir avec le temps pour la populer encore plus. Donc, en termes de rejet, mais aussi en termes de besoins internes. Donc, maintenant, un peu plus au niveau des rejets thermiques. Donc, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, pour les éléments qu'on utilise pour qualifier un rejet thermique, on parle de la qualité. Donc, ici, on parle de température et du constituant du rejet, mais aussi de la quantité. En termes, nous, ce qu'on a utilisé dans le cadre du projet, on parle de gigajoules par année. Puis, chacun des rejets thermiques qui vont avoir été recensés va avoir de l'information sur ces deux éléments-là. Puis, un peu comme dans l'introduction que j'ai réalisée précédemment, comme j'ai mentionné, on y va au niveau des établissements. Donc, et on essaie de faire un estimé des rejets thermiques par établissement. Il a donc fallu faire un choix de catégories d'établissements qu'on allait investiguer. Et on a fait le choix d'investiguer 5 grandes catégories d'établissements. Puis ces 5 grandes catégories-là sont les établissements appartenant au secteur industriel, des centrales de cogénération, les centres de données, les réseaux électriques autonomes et les stations d'épuration des eaux. Donc ici, vous voyez dans le tableau, vous avez déjà les résultats qu'on a réussi à obtenir. Donc, au total, on a estimé une quantité de 204 pétajoules par année qui serait nécessairement valorisable au Québec. 71 de ces pétajoules-là appartiennent au secteur industriel et ainsi de suite pour les autres catégories. J'aimerais, un peu plus tard, dans la prochaine diapositive, je vais me concentrer un peu plus sur la méthodologie qu'on a utilisée pour faire les estimations au niveau du secteur industriel, étant donné que c'est vraiment que c'est ces rejets thermiques-là qui dominent tous les autres. Mais j'aimerais aussi donner quelques détails par rapport aux autres. Par exemple, les centres de données, on sait très bien qu'il y a plus que 22 centres de données au Québec. L'idée ici, c'est qu'on a réussi à être en mesure de faire un estimé des rejets thermiques de 22 centres de données au Québec. Et étant donné qu'on a une approche par établissement, il nous faut des données pour chacun des établissements qu'on a recensés. Ces données-là nous permettent de faire une estimation des rejets thermiques de chacun des établissements. Et ces données-là ne sont pas nécessairement publiques, c'est des informations sensibles. Mais en ayant fait certaines recherches, on a été en mesure d'avoir assez de données pour faire une estimation des rejets thermiques qui s'applique à 22 centres de données. L'idée ici, c'est, on les a inclus ici, étant donné que c'est les centres de données sont en expansion, il y en a de plus en plus au Québec. Un autre point que je voudrais amener par rapport aux stations d'épuration des eaux, le premier réflexe, on pourrait se demander pourquoi les stations d'épuration des eaux pourraient représenter un certain potentiel de rejet thermique, étant donné que la qualité, si on veut, des rejets thermiques des eaux grises qui sont émises par les bâtiments n'est pas nécessairement très élevée. On s'entend que c'est environ en moyenne, au niveau de l'année, ça tombe autour de entre 12 et 15 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas une qualité très élevée. Mais lorsqu'on regarde en termes de quantité, par contre, toutes les eaux grises qui sont générées par les bâtiments, lorsqu'elles sont acheminées aux stations d'épuration des eaux, à ce moment-là, on parle de quantité assez énorme. Et donc, on a décidé d'inclure cette catégorie de type d'établissement-là pour faire un estimé des rejets thermiques. Et on s'est quand même rendu compte qu'au total, les stations d'épuration des eaux auraient un potentiel de 13,7 pétajoules de rejets thermiques qui pourraient être valorisés par année. C'est certain que dans les 848 ici qu'on a au Québec, il y en a énormément qui sont très petites et que ce ne serait pas viable de faire de la valorisation thermique là-dessus. Mais par exemple, pour les plus grosses, par exemple, qui se retrouvent dans les plus grands centres urbains à Montréal, par exemple, il y aurait un certain potentiel. Donc, maintenant, un peu plus en détail au niveau de la méthodologie qu'on a utilisée pour faire les estimés au niveau des établissements industriels. Encore, comme je l'ai dit, le nerf de la guerre ici, c'est vraiment d'aller chercher les informations propres à chacun des établissements. Puis, développer ces informations-là ne sont pas nécessairement
la plupart du temps sont confidentielles et donc il a fallu faire avec des données publiques, publiées, donc accessibles à tout le monde pour essayer de faire ces estimations-là. Et donc, on s'est tourné vers le registre canadien, qui est le programme de déclaration des gaz à effet de serre, qui, lui, à l'intérieur de ce registre-là, tous les établissements, peu importe industriels ou non, là, qui émettent plus que 10 000 tonnes de CO2 équivalent par année, se retrouvent à l'intérieur de ce registre-là avec des détails sur le nombre de tonnes de CO2 équivalent qu'ils émettent par année. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser ces informations-là comme un indicateur de consommation énergétique pour faire un premier estimé de la consommation énergétique de chacun des établissements qui sont recensés à l'intérieur de ce registre-là. Puis, pour convertir les tonnes de CO2 équivalent émis et déclarés par les établissements industriels, on s'est tourné vers des statistiques canadiennes qui nous permettent par classe industrielle. Donc, par exemple, pour toutes les raffineries de pétrole au Canada, Statistique Canada nous donne une consommation énergétique et aussi le total des émissions de GES pour les raffineries de pétrole, par exemple. Donc, en faisant une règle de 3, donc un ratio, on est en mesure de faire un estimé par établissement, par raffinerie au Québec, quelle est leur consommation énergétique. Et c'est un peu le même principe pour les autres. C'est le même principe pour les autres types de classes industrielles. Donc maintenant, une fois qu'on a fait notre estimation de consommation énergétique, il nous reste toujours la grosse question, et bien, il faut estimer les rejets thermiques. C'est là qu'on s'est tourné vers une étude qui a été réalisée en 2007 par Stricker & Associates, qui elle, permet cette étude-là, vraiment, permet d'estimer les rejets thermiques à partir de la consommation énergétique de certains établissements industriels. Puis, eux, ils ont fait une étude ils ont fait des bilans thermiques pour chacun des procédés pour 19 classes industrielles différentes. Donc, par exemple, pour les alumineries, les papeteries, cimenteries, etc. Chacune de ces classes industrielles-là ont des procédés industriels. Ils ont fait des bilans énergétiques et ils ont été en mesure d'exprimer des rejets thermiques en fonction de la consommation énergétique qu'un établissement aurait fait. Donc, une fois qu'on a croisé ces deux informations-là, on a réussi à avoir une estimation des rejets thermiques par établissement. Comme je l'ai présenté dans le tableau précédent, cela nous donne une estimation des rejets thermiques pour 71 établissements industriels au Québec, tombant chacun dans une des 19 classes industrielles que je vais présenter dans les deux prochaines diapositives. Donc, un peu plus en détail au niveau des rejets thermiques pour le côté des établissements industriels. Donc, on parle de pertes par cheminée, où est-ce que c'est des gaz de combustion et de l'air chaud provenant du séchoir, par exemple, qui, elles, oscillent entre 150 degrés Celsius et 800 degrés Celsius. On parle aussi de pertes de vapeur, qui, ces effluents-là thermiques oscillent entre 100 degrés Celsius et 257. On parle de gaz et vapeur de procédé, qui, eux, c'est des gaz qui sont générés à l'intérieur même d'un procédé. Okay? Et eux, ils oscillent entre 80 et 500 degrés Celsius. On a aussi regardé au niveau des effluents liquides, que ce soit à basse température, donc entre 29 et 50 degrés Celsius, ou à haute température, donc entre 50 degrés Celsius et 122 degrés Celsius. Donc, en termes de résultats en tant que tels, par année, les rejets thermiques, donc ici, vous voyez un graphique où à gauche, vous avez les 19 classes industrielles que nous avons été en mesure de prendre en compte, donc de faire des estimés. Puis à votre droite, ici, vous avez les rejets thermiques qui leur sont associés pour chacune des classes. Donc, dépendamment du type d'effluent, on a une certaine couleur. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au Québec, la production primaire d'alumine, selon nos estimations, rejette aux alentours de 38,6 pétajoules par année. Pour les 4 autres industries suivantes, qui est la raffinerie de pétrole, les usines de papier, sauf le papier journal, sidérurgie, usines de pâtes chimiques, ainsi que ceux-là, on oscille tous entre 21 et 28 pétajoules par année. Puis, on en a 19 autres comme ça, où
on a des estimations de rejet thermique. De manière un peu plus globale, si on fait un zoom out, si on veut, au niveau du territoire québécois, vous pouvez voir sur la carte de droite ici, qui représente le territoire québécois, un certain carte de chaleur où est-ce que les endroits où ils ont le plus de rejets thermiques sont représentés en rouge, et plus on descend en termes d'intensité, les couleurs se transforment de plus en plus vers le jaune. Donc, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale de tous les estimés qu'on a réussi à faire, que ce soit au niveau industriel, mais aussi pour les 5 autres grandes catégories. Donc, on parle des centrales de cogénération, eau grise, réseau électrique autonome et les centres de données. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les gaz chauds de cheminée représentent à eux seuls le plus grand effluent de rejet thermique à 70,5 pétajoules par année. Mais si on regarde aussi au niveau des effluents liquides, juste derrière, ici, on a les effluents liquides, toujours au niveau de l'industrie, de entre 29 et 50 degrés Celsius, qui représentent quand même 49,9 pétajoules par année. Puis pour les centrales de cogénération, qui est aussi des effluents liquides à basse température, estimé à 40 degrés Celsius, on a quand même un rejet thermique de 14,8 pétajoules par année. Donc, les effluents liquides basse température, même si la qualité n'est peut-être pas égale, par exemple, au gaz chaud de cheminée ou les effluents liquides à haute température, représentent quand même une très grande quantité de rejets thermiques à valoriser sur le territoire québécois et donc à prendre en compte. Donc ça fait le tour au niveau des rejets thermiques. Maintenant, je vais y aller au niveau de l'estimation des besoins thermiques. Puis, comme je l'ai mentionné, l'idée ici, c'est qu'étant donné que pour faire de la valorisation, il nous faut un émetteur et un récepteur, pour être en mesure de calculer les besoins thermiques, il nous faut estimer aussi les besoins thermiques qu'on a à l'intérieur du Québec. Donc, les besoins thermiques qu'on a réussi à prendre en compte, on parle des besoins thermiques liés au bâtiment, que ce soit dans le secteur résidentiel, commercial et institutionnel. Ces besoins thermiques-là, on les a estimés à 352 pétajoules par année. Et aussi, on a fait une estimation par rapport aux serres agricoles de 4,3 pétajoules par année. Puis ici, encore, même principe pour les rejets thermiques, ces estimations-là sont attribuées chacun à des points sur le territoire québécois qui dit, par exemple, on estimait que telle serre avait des besoins thermiques de tant pétajoules par année et ainsi de suite, même pour les bâtiments. Donc, les principaux défis et les questions auxquelles il fallait qu'on réponde pour être en mesure d'évaluer ces besoins thermiques-là, la première, c'est on parle en termes d'emplacement, toujours. Donc, où sont les bâtiments, mais aussi où sont les serres agricoles. Quelle est leur utilisation? Parce qu'on s'entend, un bâtiment qui, lui, est un centre sportif ne va pas avoir les mêmes besoins thermiques qu'une maison unifamiliale, par exemple. Pour faire les estimés aussi en termes de besoins thermiques, il nous fallait une idée de la superficie totale de chacun des bâtiments. Et donc, avec ces informations-là, on sera en mesure de répondre à la question qui est quels sont les besoins de chaleur et pour le chauffage des locaux et aussi pour l'eau chaude des bâtiments. Donc maintenant, dans les prochaines diapositives, je vais détailler un peu plus la méthodologie qu'on a utilisée et qu'on propose pour répondre à ces questions-là au niveau des bâtiments. Donc, encore une fois, le défi était vraiment de mettre un point sur une carte en disant, ici, on a un bâtiment qui, lui, a un X nombre de besoins thermiques. Donc, pour ce faire, vraiment, on s'est creusé la tête, premièrement, parce que c'est pas trivial comme question. On a réussi à trouver 2 sources de données qui nous ont été extrêmement utiles. Donc, la première, c'est la plateforme GeoIndex de l'Université Laval, qui, elle, nous permettait nous donne référence les bâtiments sur tout le territoire québécois avec un point. Donc, ils mettent un point pour dire, OK, voici, on a un bâtiment ici.
Puis, pour chaque point, il y a des attributs qui lui sont associés, dont l'usage prédominant du bâtiment et son nombre d'étages. L'idée ici, c'est qu'il nous manque l'information cruciale qui parle en termes de superficie de chacun de ces étages-là, par exemple. Et c'est là qu'on s'est tourné vers une autre source de données qui, elle, représente, comme vous le voyez ici dans la figure, c'est des polygones qui représentent un bâtiment vu de haut. Et cette source de données-là a été générée par Microsoft, qui, elle, Microsoft a utilisé des données du Canadian Building Footprints pour être en mesure de générer des polygones pour tous les bâtiments du Canada et dont le Québec. Et l'idée ici, c'était de prendre les polygones ici qui sont géoréférencés et qui nous donnent la superficie d'un seul étage, okay, et de les croiser avec les informations qu'on avait avec la plateforme GeoIndex de l'Université Laval. Une fois qu'on a fait ça, bien, on s'est tourné vers la base de données complète sur la consommation d'énergie de Ressources naturelles Canada, qui nous donnait, dépendamment du type d'usage du bâtiment, les besoins énergétiques, les besoins thermiques en termes de gigajoules par mètre carré de chauffage, mais aussi en termes de gigajoules par mètre carré d'eau chaude. Une fois qu'on avait tout ça, bien, on était en mesure d'estimer les besoins thermiques par bâtiment en termes d'eau chaude domestique, sur lesquels on a estimé, on a fait l'hypothèse que le profil des besoins domestiques, d'eau chaude domestique était constant au niveau annuel, mais pour ce qui est du chauffage des locaux, bien, c'est sur une base mensuelle. Donc, en termes de temporalité, on a utilisé les degrés jours pour être en mesure d'affecter une temporalité pour les besoins thermiques associés au chauffage des locaux. Donc, pour vous donner vraiment une idée des résultats un peu qu'on a visuellement, donc ici, on a le quartier Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne à Montréal. Donc, vous voyez chacun des polygones qui représentent un bâtiment, qui sont colorés en fonction de leur utilisation. On peut aussi voir que, bien, on n'a pas des polygones pour tous les bâtiments. Donc, les bâtiments en gris ici pâle, c'est des bâtiments auxquels on n'avait pas d'informations ou bien, il n'y avait pas de polygone qui lui était associé. Donc, c'est pas, on s'entend, ce n'est pas une estimation parfaite, mais on a fait une certaine vérification au niveau de la consommation énergétique totale au niveau du Québec, qui est publiée par Statistique Canada aussi, Ressources naturelles Canada. Puis, en termes d'erreur, bien, on se situe dans une marge acceptable de leurs estimations avec cette estimation, avec l'approche qu'on utilise ici. Donc, si on veut un point de vue un peu global, donc, on a ces informations-là au niveau des bâtiments sur l'ensemble du Québec. Donc, si on veut faire un peu une carte de chaleur avec toutes ces informations-là, bien, vous la voyez là devant vos yeux. Puis, on peut remarquer où ce que la couleur rouge représente des besoins thermiques les plus importants. Puis, lorsqu'on descend plus vers le jaune, c'est des besoins thermiques qui sont moins importants. Une des choses qu'on peut constater, eh bien, on peut aussi se l'attendre, mais les besoins thermiques sont plus intenses dans les centres urbains, donc que ce soit à Montréal, Québec, Lac-Saint-Jean ici. Donc, ça fait le tour au niveau des besoins thermiques. Maintenant, je vais passer au niveau du potentiel de valorisation des rejets thermiques, qui est ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment croiser les données, les estimations de rejets thermiques qu'on a fait initialement, puis on veut les croiser avec les besoins thermiques que je viens de vous présenter. Puis pour déterminer vraiment le potentiel de valorisation des rejets thermiques. Donc vraiment, le croisement entre les rejets et les besoins, c'est d'un point de vue d'une analyse spatiale. Donc, on prend avantage du fait que ces données-là sont géoréférencées et on va venir analyser à l'intérieur d'une certaine emplacement géographique, géométrie, là, si on veut prédéterminer où sont les besoins, où sont les rejets, puis est-ce que c'est compatible, par exemple. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, dépendamment de quel genre de questions on veut répondre, donc en termes de actuellement, en termes de potentiel de valorisation thermique, mais aussi au niveau futur, où est-ce qu'on pourrait décider de faire du développement, si on veut, que ce soit résidentiel ou au niveau industriel, par exemple, bien, on peut se poser des questions différentes. Donc, par exemple, pour ce qui est du
potentiel de valorisation actuel, on propose de regarder ça d'une certaine manière. Donc, le potentiel de valorisation actuel, lui, représenterait la quantité d'énergie qui pourrait transiter entre un émetteur et un récepteur à l'intérieur d'une zone géographique. Donc, je vais en venir un peu plus en détail un peu plus tard. Puis, si on regarde plus au niveau du futur, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Donc, on pourrait regarder au niveau seulement des rejets thermiques sans prendre en compte les besoins thermiques. Donc, si par exemple, on voudrait développer un certain écoquartier, par exemple, et on voudrait savoir où est-ce qu'il y aurait le plus de rejets thermiques au Québec, ben, on pourrait seulement regarder les rejets thermiques à l'intérieur d'une certaine zone, puis classer certains emplacements au Québec. Même principe pour les besoins thermiques. Si on sait qu'on a besoin de développer et d'implanter des établissements qui ont des forts rejets thermiques, bien, tant qu'à y être, pour favoriser la valorisation des rejets thermiques, on pourrait regarder au Québec où sont les besoins thermiques pour savoir où est-ce que ça serait favorable d'implanter des établissements qui ont des rejets thermiques. On pourrait aussi regarder un peu au niveau de la différence entre les rejets et les besoins thermiques pour savoir si à un certain endroit, il y a un débalancement entre les besoins et les rejets. Puis, pour essayer de maximiser la valorisation des rejets de chaleur. Par exemple, si on a plus de besoins que de rejets, bien, on pourrait se dire que ça serait intéressant d'implanter un établissement qui rejette plus de chaleur pour être en mesure de valoriser le reste des besoins qui n'ont pas été en mesure d'être valorisés initialement. Et le contraire aussi, si on a trop de rejets par rapport aux besoins thermiques, bien, ça pourrait être pour implanter un certain écoquartier, par exemple, ou des établissements qui ont besoin de chaleur, par exemple des serres. Donc, l'idée ici, dans les prochaines diapositives, c'est vraiment de vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a réussi à générer. Mais on sait très bien que c'est beaucoup plus au niveau pour avoir un premier regard au niveau, faire un débroussaillage au niveau du Québec. Et on sait très bien que pour implanter puis pour faire un projet de valorisation de rejets thermiques, c'est assez complexe. Puis c'est pas nécessairement seulement avec ces informations-là qu'on est en mesure de déterminer si oui ou non on peut faire, on peut entamer un projet de valorisation. Mais ça peut nous donner une bonne idée de savoir où au Québec ce genre de projet-là pourrait être développé, par exemple. Donc maintenant, pour calculer vraiment le potentiel de valorisation des rejets thermiques, l'idée, c'est vraiment qu'on propose, c'est d'utiliser une zone géographique ici. Par exemple, nous, dans le projet, on a utilisé une zone circulaire avec un rayon de 2 km. Puis, c'est de balayer le Québec en entier avec cette zone-là. Puis, après ça, pour chacun des balayages, de combler les besoins et les rejets. Donc, vraiment, cette zone-là représente un rayon d'action d'un potentiel réseau de chaleur, si on veut. Donc, on fait l'hypothèse que tous les besoins et les rejets thermiques qui tomberaient à l'intérieur de cette zone-là pourraient être connectés ensemble à l'aide d'un réseau de chaleur, par exemple, pour valoriser les rejets thermiques. L'idée ici, c'est qu'on a discrétisé le Québec avec un maillage de 250 mètres par 250 mètres. Et pour chacun de ces maillages-là, on a pris cette zone-là, puis on a fait ce calcul-là pour chacun des maillages. Donc, par exemple, ici, pour ce maillage-là, on a regardé quels besoins et rejets thermiques se trouvaient à l'intérieur même de cette zone-là. On a fait notre bilan. Puis après ça, on est en mesure de calculer le potentiel de valorisation de rejets thermiques, dépendamment de qu'est-ce qu'on recherche, un potentiel actuel ou futur, tout dépend de la question qu'on veut répondre, et ainsi de suite. Donc, pour tous les maillages, on a fait cet exercice-là. Donc maintenant, un peu plus en détail, si on veut, pour vous donner un exemple de quel genre d'informations on peut tirer avec les informations avec les estimations de rejets thermiques et de besoins thermiques qu'on a réussi à faire, on peut se poser la question, à quel endroit au Québec il y a le plus grand potentiel de valorisation actuelle, donc, ou
le potentiel de transit d'échange entre rejet et besoin thermique. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, dans la carte de droite ici, vous avez les 10 emplacements au Québec où est-ce que le potentiel de valorisation actuel a été identifié comme étant le plus élevé. Donc, on aurait ici, dans le graphique, ici, on a les 10 régions à votre gauche, mais ici, ce potentiel-là est quantifié. Donc, par exemple, à Gatineau, dans le quartier de Hull, ici, on aurait un potentiel de 1,8 pétajoules par année. Puis, à Montréal-Est, par exemple, Mercier-Est, on aurait un potentiel de 1,5 pétajoules par année. Donc, pour exprimer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on veut dire entre transit énergétique, entre rejet et besoin thermique, donc, on peut zoomer un peu sur la carte sur la région de Gatineau-Hull. Puis ici, il faut faire attention, c'est un peu une heureuse coïncidence, mais cette région-là, ici, c'est la même région auquel le projet Zibi est en train de se développer, mais c'est une pure coïncidence, étant donné le projet Zibi, on parle de prendre avantage des rejets de chaleur de l'usine de produits Kruger ici pour le développement d'un quartier résidentiel. Mais c'est par pure coïncidence. Donc, nous, on ne prend pas en compte ici les établissements, les bâtiments qui vont être construits à l'intérieur de ce quartier-là. Donc, je vais juste mettre ça au clair. Donc, ici, sur la figure, on voit notre région dans laquelle on a pris en compte les rejets et les besoins thermiques. Tous les bâtiments qui ont été pris en compte ici, puis les rejets thermiques qui sont associés à l'usine de produits Kruger. On s'entend, on sait très bien qu'il n'y a pas un réseau de chaleur qui va être capable d'attribuer tous les rejets thermiques de l'usine Kruger à tous ces bâtiments-là déjà existants. Mais l'idée ici, c'est de donner un exemple de quel type d'information on est capable d'aller chercher. Puis, on sera en mesure, par exemple, de faire un certain filtre par rapport aux bâtiments, par rapport à leur utilisation. Si on cherche des bâtiments qui sont utilisés pour de l'éducation ou les hôpitaux, bien, on pourrait seulement faire cet exercice-là de calcul de potentiel en utilisant les bâtiments, les types de bâtiments qu'on recherche. Un peu plus en détail, par exemple, en termes de besoins de rejet thermique qui se retrouvent à l'intérieur de cette zone-là, vous voyez ici le graphique qui représente les besoins thermiques en bleu, mais aussi les rejets thermiques en fonction des mois de l'année. Puis en termes de potentiel actuel, ce qu'on fait, c'est pour chacun des mois de l'année, on regarde, par exemple, pour le mois de janvier, quel transit énergétique on pourrait avoir au mois de janvier. Donc, les besoins sont plus importants que les rejets, donc il pourrait transiter seulement la quantité des rejets thermiques ici pour combler les besoins et ainsi de suite. Donc, on prend un peu vraiment le minimum entre les besoins et les rejets. Donc, si on regarde au niveau, par exemple, en juillet, on a beaucoup plus de rejets thermiques que de besoins. Donc, l'énergie qui transiterait dans le réseau de chaleur serait seulement l'équivalent de la quantité des besoins thermiques ici, ce qui représentait le 1,8 pétajoule. Puis, dans la prochaine diapositive, si on regarde au niveau des potentiels futurs, ou ce qu'on prendrait, par exemple, seulement en compte les rejets thermiques, on oublierait la partie besoins thermiques et on ferait seulement la somme des besoins thermiques ici. Donc, maintenant, c'est ça. Pour ce qui est, par exemple, du potentiel de valorisation future, une des choses qu'on pourrait regarder un peu plus en détail, c'est oublier les besoins thermiques, seulement regarder et seulement investiguer les endroits au Québec où est-ce qu'on a le plus de rejets thermiques. Donc, ici, vous voyez la carte. Donc, on a fait le même exercice que précédemment. Donc, on a pris notre région, notre zone de 2 km de rayon et on l'a balayé à travers le Québec. Puis on a trouvé ces 10 régions-là qui ont la plus grande quantité de rejets thermiques. Donc, on aurait, par exemple, Montréal à Pointe-aux-Trembles. Ici, on aurait 18,9 pétajoules. Ici, c'est principalement, c'est les raffineries de pétrole qui se retrouvent ici, qui auraient au total 18,9 pétajoules qui seraient émises au courant de l'année. Donc, pour vous donner aussi un exemple au niveau du type d'analyse qu'on peut faire pour chacune de ces régions-là, on peut faire un zoom au niveau du Témiscamingue ici pour regarder quels sont les établissements qui émettent de la chaleur. Donc, ici, on a 2 établissements qui sont des centrales de cogénération. On a un établissement industriel et aussi une centrale de traitement des eaux grises. Et comme vous voyez à gauche,
on peut faire ce genre, on peut regarder les émissions des effluents des rejets thermiques par type qui ont été catégorisés. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Maintenant, pour être honnête, une fois que les données sont géoréférencées, ben, il y a une multitude d'autres analyses qui peuvent être faites. On peut faire des recherches par type de rejet thermique selon une certaine région, regarder seulement tel type d'établissement industriel ou tel type de bâtiment pour faire une combinaison X, Y. On peut même aller du côté du zonage. Et donc, dépendamment du type de zonage, on pourrait éliminer certains emplacements où on sait qu'il ne pourra pas avoir de développement. Par exemple, si c'est zoné vert pour l'agriculture, par exemple, donc, etc., etc. Donc, les possibilités sont quand même assez énormes une fois que les données sont géoréférencées. Donc, maintenant, pour ce qui est des études de cas, donc, je vais juste vraiment faire un survol assez général des études de cas au niveau de la méthodologie qu'on a mise en place. Donc, c'est 5 études de cas qu'on a réussi à faire. Donc, c'est des études de cas qui sont appliquées à des cas réels. Donc, on a contacté des entreprises, des établissements industriels qui nous ont partagé de l'information par rapport à leur rejet thermique. Puis, à l'aide de ces informations-là, on était en mesure de faire une conception des procédés qui seraient utilisés pour valoriser ces rejets thermiques-là, donc vraiment faire une analyse technique de ce côté-là. Mais on a aussi regardé l'aspect économique, où ce qu'on regardait en termes de coût d'investissement pour implanter ces procédés-là de valorisation de rejets thermiques, mais aussi en termes d'exploitation. Puis, allant même jusqu'à regarder en termes de montant auquel que les établissements industriels pourraient vendre leur chaleur, par exemple, à des établissements qui auraient besoin de leur chaleur. Puis, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, bien, on a aussi, pour chacun des 5 études de cas qu'on a réalisées, bien, on a évalué, on a fait une analyse du cycle de vie pour déterminer les émissions de GES qui sont évitées en faisant la valorisation de ces rejets de chaleur-là. Donc maintenant, pour conclure par rapport à tout ça, en termes de limites de l'étude, c'est certain qu'il y a plusieurs hypothèses simplificatrices qu'on a faites, dont par exemple la temporalité en termes de rejet thermique. On a considéré que les rejets thermiques étaient constants au travers de l'année. Donc ça, c'est une des limites. Donc c'est certain que des études peut-être un peu plus détaillées par rapport aux rejets thermiques, spécifiquement pour certaines catégories d'établissements, pourrait être bénéfique pour venir par après bonifier les bases de données. On a aussi, en termes de rejet thermique, il y a un problème. On a fait l'hypothèse que tous les rejets thermiques sont, tous les procédés industriels pour chaque type d'industrie sont les mêmes. Donc, en termes de, on a fait l'hypothèse que toutes les papeteries, pas les papeteries, mais les usines de pâte et papier, par exemple, fonctionnent de la même manière. Mais on sait très bien que chaque usine est unique en soi. Donc, il y aurait peut-être aussi des améliorations de ce côté-là, puis aussi une panoplie d'autres hypothèses simplificatrices. En termes de perspectives futures, c'est certain que les estimations qu'on a réussi à réaliser, tout cela sont à l'intérieur d'une base de données évolutive. Donc, c'est appelé à grandir dans le futur. Puis, lorsque il y aurait sûrement une divulgation obligatoire des rejets thermiques pour les établissements, il va aussi avoir une certaine validation, calibration des estimés qu'on a réussi à faire avec ces données-là qui vont être mandataires dans le futur en termes de divulgation. Donc, c'est certain que, puis aussi, on peut parler en termes d'amélioration des estimés, etc., en termes de si on modifie nos hypothèses pour se rapprocher un peu plus de la réalité que ce qu'on a en ce moment. Pour conclure, je voulais conclure vraiment en termes pour présenter vraiment les livrables, les principaux livrables du projet. Donc oui, on avait le rapport technique, mais le projet a été en mesure de générer des bases de données géoréférencées à la grandeur du Québec
que ce soit pour les rejets thermiques, pour les industries, les eaux usées, les centrales électriques et les centres de données. Bien que c'est partiel, il y a des trous à certains endroits, mais c'est un premier jet qui est quand même assez important. Même principe pour ce qui est des besoins thermiques au niveau des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et même pour les serres. Donc, on a fait un recensement des serres. Puis, on a aussi publié l'indice du potentiel de valorisation thermique, donc en termes de maillage de 250 mètres. Donc, qu'est-ce que je vous ai présenté comme exemple en termes de potentiel d'échange thermique, donc le potentiel actuel, mais aussi en termes de potentiel futur. Donc, vous avez une carte du Québec avec chaque pixel qui représente un maillage de 250 mètres par 250 mètres avec le potentiel qui lui est associé. Puis, dans une des choses les plus importantes aussi que j'aimerais mettre l'accent, c'est le fait que ces bases de données-là permettent de répondre à plusieurs types de questions et même plus de questions que lesquelles qu'on a réussi à répondre, que je vous ai présentées sur, par exemple, l'état actuel des choses, où y a-t-il la meilleure diversité thermique avec des grands besoins, mais aussi en termes de direction à prendre, où attirer des sources, où attirer des besoins des consommateurs, etc., et ainsi de suite. Donc, ça va être tout pour moi. Merci énormément pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, je vais être ouvert à leur répondre. Oui, merci beaucoup Bruno pour la présentation des résultats de vos recherches. C'était très clair, c'était bien expliqué. Et on se lance dans la période de questions. Je garde ma caméra éteinte parce que j'ai des problèmes de connexion, donc veuillez m'excuser si jamais le son n'est pas parfait. Alors, on se lance avec les questions. Une première question qui demande, est-ce que l'analyse s'est faite sur une base saisonnière ou seulement annuelle? Parce qu'évidemment, les rejets thermiques sont plus difficiles à valoriser en été. Oui, bien, un peu comme je l'ai expliqué, l'analyse s'est faite différemment du point de vue rejet thermique, mais aussi des besoins thermiques. Donc, les besoins thermiques sont constants. On a fait l'hypothèse qu'ils étaient constants au niveau de l'année, mais pour les besoins thermiques, on leur a attribué une certaine temporalité en fonction des degrés jour. Donc, vraiment, c'était sur une base mensuelle au niveau des besoins thermiques. Ouais. Parfait, oui. Puis on a bien vu le graphique là, avec les besoins qui étaient constants, qui variaient et la source là, qui était constante. Donc, ça répond à la question. Prochaine question. Il y a quelqu'un de la zone innovation de Victoriaville, Mme Botrel, qui aimerait savoir si on peut avoir les informations spécifiquement pour Victoriaville. Donc, tu sais, la fameuse carte qu'on voyait là, pour les différentes villes, est-ce que c'est une carte interactive qui va être rendue publique? L'idée ici, c'est que là, il faudrait peut-être demander à... Je peux peut-être répondre. Pardon? Oui, je peux peut-être répondre. Oui, c'est sûr que l'étude comme telle va être publiée donc très prochainement là, sur notre page dédiée à la valorisation de rejets thermiques. Par contre, on va aussi publier la carte interactive géoréférencée éventuellement, mais c'est quand même assez complexe de mettre un outil comme ça à la disposition publique. Là, donc, c'est pour permettre à tout un chacun là, de l'utiliser. Donc, pour cette partie-là, ça va être un peu plus long, mais on peut quand même se référer au rapport là, qui identifiait quand même certains points chauds là, où il y avait des rejets thermiques. Parfait, merci beaucoup. Donc, les informations vont venir, c'est ce qu'on comprend. Il y a une autre question en lien avec vos analyses. Est-ce que, selon vos analyses préliminaires, est-ce que les projets peuvent être rentables sans subvention? Si on parlait d'un fameux rayon là, de 250 mètres, c'est sûr que plus c'est proche, probablement meilleure est la rentabilité. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. En tant que tel, dans les analyses des études de cas, oui, on a pris en compte les subventions. Et là, je n'ai pas les données devant moi, là, le rapport devant moi, mais oui, les subventions jouaient quand même un rôle
dans tout ça. Je ne pourrais pas vous dire si sans les subventions, ce n'était pas, c'est pas rentable. Il faudrait regarder plus dans le rapport, là, mais... Peut-être que je peux ajouter une précision. Donc, c'est vrai qu'au Québec, on le sait bien que l'énergie n'est pas chère, en particulier l'électricité. Donc, sans rentrer dans des détails d'études de cas particulières, c'est difficile d'arriver à une rentabilité financière sans subvention. Ça c'est certain. On le sait en partant. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est les synergies. Si on veut vraiment économiser des émissions de GES, on peut le faire de manière plus intelligente en valorisant les rejets de chaleur. Donc, ça, c'est une motivation. Après ça, je pense que justement, le programme de subvention dont Stéphane a parlé, c'est la clé pour que ça devienne finalement économiquement faisable. Donc, moi, je donnerais une réponse plus tranchée, peut-être, c'est de dire non. En fait, sans les subventions, pour le moment, c'est pas rentable économiquement sur le strict point de vue financier. Ça peut l'être grâce à des synergies, mais je pense que le programme est une des clés qui fera que ça pourra se réaliser au Québec. Oui, c'est ça. Je peux peut-être compléter. Effectivement, Ouais, les merci. programmes sont là pour développer des potentiels. C'est sûr que actuellement, on n'est pas, il n'y a pas une dynamique de valorisation de rejets thermiques qui est très, très présente. Donc, les programmes sont essentiels. Il y a, en plus de l'appel à proposition pour la valorisation de rejets thermiques qui offre 275 millions, il y a aussi le programme Éco-Performance qui est très utile aussi pour des projets de valorisation de rejets thermiques qui peuvent être un peu plus petits, donc qui peuvent se satisfaire de 5 millions d'aides financières ou qui sont aussi privés parce que l'appel à proposition vise des infrastructures publiques. Mais dans l'état actuel des choses, compte tenu des coûts de l'énergie, puis j'ajouterais, tu sais, oui, l'électricité est pas chère, mais le gaz aussi est encore pas cher. Donc, c'est sûr que les subventions sont encore nécessaires à la rentabilité. Effectivement, merci, messieurs, pour les précisions. Donc, on poursuit avec une question de monsieur Michel Méthode qui demande les émissions et les besoins étant relativement bien cadrés, est-ce que vous avez ou est-ce que c'est dans les plans de sonder la propension des parties, donc les humains, à se fédérer pour tirer avantage mutuel d'une boucle de partage thermique? Donc, par exemple, sous forme de sondage auprès des gestionnaires de parcs industriels, dans les zones où il y aurait des grandes opportunités, là, selon les études que vous faites. Donc, je vous laisse répondre pour Ouais, je peux peut-être cette étape. répondre à celle-là aussi. En fait, on a essayé des sondages, là, puis ça n'a pas été un grand succès, mais on aurait plutôt prendre une approche de ciblage de potentiel, puis donc on va regarder où est-ce qu'il y a des potentiels importants et on va contacter on contacte les parties prenantes, donc les industriels, les municipalités, les gens qui pourraient aussi avoir des besoins thermiques à proximité. Puis on va essayer de créer, de provoquer ces maillages-là, ces synergies-là. Mais donc, c'est plus au niveau d'y aller au cas par cas sur où est-ce que le potentiel, lorsqu'on peut identifier un potentiel, on va aller rencontrer des gens, puis essayer de créer des projets. Mais lorsqu'on va à large, là, puis qu'on envoie des sondages à tous les industriels, les résultats sont médiocres. Oui, mais merci beaucoup, Stéphane. Vas-y, Michael. Pardon, donc qui répond en partie à une question d'après, là, c'est au point de vue des acteurs. Je pense que les municipalités ont un rôle à jouer là-dedans et on l'a vu de manière positive pour Montréal puisqu'on a commencé à parler de réseau de chaleur il y a quelques années et puis maintenant le Bureau de la transition écologique et de la résilience a créé en fait un poste spécifiquement pour s'occuper des réseaux de chaleur. Donc moi, je pense que les acteurs institutionnels ont un rôle à jouer, mais c'est sûr que donc dans la question suivante, on parlait d'Hydro-Québec et d'énergie. On a des gros acteurs dynamiques dans l'industrie de l'énergie au Québec et il faut en profiter. Mais je pense que c'est des partenariats entre les acteurs institutionnels comme les municipalités, grâce à l'appui financier qui existe maintenant,
et avec ces grands acteurs qui peuvent en fait faire qu'il y aura un succès. Et personnellement, je pense aussi que c'est important d'essayer de favoriser des projets qui impliquent plusieurs acteurs et pas seulement une industrie, mettons, et un récepteur, puisqu'il y a toujours la notion de risque que, évidemment, l'industrie déménage ou s'arrête ou que le besoin de chaleur se transpose. Si on pense à une serre, par exemple, si la serre cesse ses activités, il n'y a plus de débouchés pour la chaleur. Donc, je pense que des approches où on met en relation plusieurs sources et plusieurs consommateurs de chaleur sont plus résilientes aussi. Je peux peut-être compléter justement sur la deuxième question des acteurs, là, ben, la question des acteurs. Effectivement, les municipalités sont actuellement les projets qui émergent, c'est beaucoup des municipalités qui en sont les instigateurs. C'est sûr que l'aide financière est plus bénéfique pour les municipalités, mais c'est aussi peut-être le joueur qui est le mieux placé pour qui connaît l'échiquier, il peut mettre les gens en contact. Donc, je pense que les municipalités ont un rôle important à jouer. Pour ce qui est de Hydro-Québec et d'Énergir, ben, Hydro-Québec, on est en constante discussion avec l'équipe, par exemple, d'Hydro-Québec, qui sont responsables d'aller chercher des centres de données au Québec, tu sais, qui trouvent les clients pour les centres de données, là, les gros centres de données, que ce soit Amazon, Google ou même Qscale, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce super projet, là, Qscale, qui veut d'ailleurs faire de la valorisation d'énergie thermique là, à partir d'un immense centre de données sur la rive sud de Québec, qui veut chauffer des serres et toute une industrie agroalimentaire là, à proximité. Donc, Hydro-Québec est un entremetteur là, pour essayer de créer des projets de valorisation d'énergie thermique, particulièrement des centres de données. C'est pas facile parce que à l'exception de Qscale, là, qui est un joueur vraiment innovant, les centres de données, c'est une industrie qui est axée sur vraiment son core business et puis qui cherche à protéger toute son identité, sa capacité, etc. Puis donc c'est quand même l'avenir parce que s'il y a de plus en plus de centres de données qui s'installent au Québec, c'est de valeur de tout jeter cette chaleur-là par les fenêtres. Et puis pour ce qui est d'énergie, ben Énergir, de par leur filière Énergir chauffage et climatisation urbaine de Montréal, ils ont une expertise pour les réseaux de chaleur. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde la valorisation de réseaux thermiques, donc il y a toujours des réseaux de chaleur qui sont liés à ça. Là. Ça peut être un client, un récepteur, mais ça peut être encore plus on veut dire un générateur de chaleur et un client, mais ça peut aussi être un générateur de chaleur avec plusieurs clients. Donc, dans cette optique-là, il y a on est très près là, de l'équipe d'énergie qui s'occupe des réseaux de chaleur pour profiter de leur expertise et puis voilà. Merci beaucoup, Stéphane et Michael. C'est le fun de voir qu'il y a de la proactivité là, et des discussions avec les parties prenantes pour qu'il y ait des projets concrets qui se réalisent. Donc, il est déjà dépassé 13 heures. Alors, je me permets là, de vous présenter là, le prochain événement, là, le benchmarking. Donc, on espère vous y voir en grand nombre. Puis, pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes, là, on va prendre une ou deux dernières questions, étant donné qu'on a encore 5 minutes avec nos conférenciers. Donc, merci à tous et on y va avec une question en fait qui demande pour certains secteurs géographiques, là, en attendant que les banques de données soient rendues disponibles, est-ce que c'est possible de vous contacter pour avoir de l'information? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter moi directement ou vous pouvez écrire à l'adresse générale de transition énergétique Québec en mentionnant valorisation d'énergie thermique là, dans l'objet, mais vous avez aussi actuellement à l'écran mon adresse courriel, donc vous pouvez aussi m'écrire directement. Parfait, merci beaucoup. Puis on a une
Question de René Moffett qui demande si à votre connaissance, là, il y a une tendance ou une ouverture là, pour l'exécution de projets en forme de contrat PPP avec les municipalités. Évidemment, là, c'est complexe et ça doit se développer sur des longues périodes de temps, mais avec les conditions là, et les parties prenantes, est-ce que vous voyez qu'il y a une ouverture au Québec pour ce type de contrat public-là? Ben, dans le cas c'est sûr que comme les projets sont un peu, comme on le dit, sont dépendants d'aide financière, il y a toujours la possibilité, là, si on veut vraiment faire un projet privé, d'utiliser Ecoperformance comme subventionnaire. Mais si on veut faire un gros projet, ça va être plus avec l'appel à proposition pour la valorisation de rejets thermiques. Et dans ce cas-là, ça doit être une infrastructure publique. Mais par contre, le propriétaire d'une infrastructure pourrait être une municipalité, pourrait être une société d'économie mixte dans laquelle une municipalité serait majoritaire. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit 100% public. Là, ça pourrait être un joint venture avec un ou des joueurs privés. Et à ce moment-là, mais il faut que la municipalité soit majoritaire là, dans une société d'économie mixte. Si je peux juste rajouter par rapport, dans le cadre du projet, on a contacté quelques municipalités, puis la plupart avaient déjà fait quelques démarches en termes de valorisation de rejets thermiques, en termes d'études de faisabilité. Donc, la plupart étaient déjà ouvertes à l'idée, mais bon, ben, c'est ça. Donc, mais les projets ne sont pas encore mis sur pied ou lancés, là. Mais l'ouverture est là. C'est ce qu'on a détecté. Parfait, bien, merci beaucoup pour cette dernière. Il y a beaucoup de questions là, ce midi. Merci de votre intérêt. J'en prends 2 dernières étant donné que le temps file. Donc, on a Nicolas Anjon qui demande si vous avez aussi analysé la possibilité de mailler des industries entre elles. Donc, par exemple, une industrie avec des rejets de chaleur à température élevée qui pourrait alimenter une industrie voisine avec des rejets plus basse température. Est-ce que ça a été analysé? Super bonne question. Oui, donc je vois que la réponse est oui. Ben, on aurait voulu l'analyser. Le problème, c'est que en termes de données qu'on avait et d'informations qu'on avait, en termes d'industrie, on avait juste des données en termes de rejet thermique et non pour leurs besoins thermiques. Ça a été quelque chose qui aurait été super utile à faire, mais avec l'information et le temps qu'on avait, on n'a pas été en mesure de faire ces analyses-là, donc d'attribuer des besoins thermiques aux industries. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ouais. Il y a un projet qui a été réalisé au Saguenay. Il y a ArcelorMittal qui fournit non, excusez-moi, c'est Elkem Metal qui fournit de la vapeur à l'Alcan au Saguenay. Parfait, merci beaucoup. Donc, je prends une dernière question pour les autres. On les enregistre puis on vous reviendra là. Il y en a 2 là, qu'on vous reviendra par écrit. Donc, la dernière question de Andrés Mercado Salomon qui demande est-ce que vous avez inclus dans vos études le potentiel de faire levier de ces rejets thermiques grâce à l'hydroélectricité via l'utilisation de thermopompes haute température, par exemple? Donc, j'imagine de surchauffer là, une source de chaleur, peut-être avec des thermopompes haute température, là, si je comprends la question. Ouais, là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant je pense pas qu'on l'a vraiment étudié, là, mais c'est sûr que pour les besoins de chauffage, les thermopompes haute température sont pas utiles, mais pour des besoins industriels, ça pourrait être intéressant, là. Mais je vais laisser les responsables de l'étude commenter, mais je pense pas qu'on l'a regardé. Non, effectivement. Dans l'étude elle-même, on s'est vraiment arrêté. La limite un peu qu'on s'est mis, c'est au rejet thermique lui-même. Puis après ça, les études de cas regardaient un peu plus qu'est-ce qu'on faisait avec ces rejets thermiques-là. Mais en termes de potentiel de rejet thermique, on a juste identifié les rejets thermiques, puis on n'a pas été jusqu'à regarder si les thermopompes haute température pourraient être utilisées comme levier, par exemple.
Oui, en fait, c'est seulement dans le cadre des études de cas qu'on a regardé le couplage de manière plus technique, on va dire. La cartographie, c'est des gigajoules, en fait, hein, ou des pétajoules. Donc, on ne se soucie pas des niveaux de température. Et c'est certain que si on voulait récupérer, par exemple, la chaleur des eaux usées pour chauffer des bâtiments, ben, il faut utiliser des pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur ont certainement un rôle là-dedans, mais c'est plus du domaine de l'étude plus technique et détaillée qu'on n'est pas rentré là-dedans, à part dans les études de cas plus détaillées, justement. Donc, il est déjà 13h10. Alors, c'est ce qui met fin à l'événement d'aujourd'hui. Un grand merci là, pour l'intérêt et pour toutes les questions. Et on a bien hâte, là, Bruno, Stéphane et Michael, de voir ces informations-là disponibles en ligne. Alors, puis au besoin, là, vous pouvez communiquer pour avoir plus de précisions en lien avec les recherches en cours. Vous voyez leurs coordonnées à l'écran. Merci à nos 3 conférenciers d'aujourd'hui. Oh, Myriam, ça l'a coupé un peu, on ne t'entend plus. Merci.